La science-fiction est pour la prospective un outil de figuration, est un outil de storytelling, un moyen de raconter toutes ces innovations. Bonjour Olivier Parent. Bonjour Jérôme. Vous êtes le créateur de Futur Hebdo, c'est un site internet, une chaîne YouTube, un magazine papier également. Et comme son nom l'indique, c'est une publication qui explore le futur car vous êtes prospectiviste. Vous prédisez l'avenir en quelque sorte. Comment est-ce qu'on appréhende le futur ? Alors, la prospective n'est pas une prévision. La prospective est une spéculation. La prospective, on va dire, est un prétexte pour envisager un déplacement des problématiques contemporaines dans des avenirs spéculatifs pour éclairer la décision du présent d'un nouveau regard, de nouveaux outils, etc. Donc, il n'y a pas du tout de notion, on va dire, de Madame Irma et de boule de cristal, mais bien de spéculation, de construction, d'exercice de pensée au service de la décision du présent. Donc, vous vous intéressez surtout à tout ce qui change dans notre société, du fait des technologies, etc., etc. C'est vrai que un des grands thèmes, ce sont les impacts, ce sont les conséquences de l'innovation dans le quotidien de l'individu ou des organisations, des collectivités. Et une innovation n'est pas obligée d'être le dernier iPhone ou la dernière version de tel logiciel, etc. Une innovation, ça peut être des changements de comportement. MeToo, quelque part, est une innovation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, si on se projette dans des temps qui sont immédiats, donc qui sont programmés, sur lesquels on n'a pas beaucoup d'actions, ou des temps un peu plus lointains qui sont accessibles, encore plus lointains, qui sont probables, etc., etc. Mais on ne tombe jamais dans la fiction, parce qu'à ce moment-là, c'est plus de la prospective, c'est autre chose. C'est de la science-fiction. Exactement. À laquelle vous vous intéressez beaucoup également. Tout à fait. La science-fiction est pour la prospective un outil de figuration, est un outil de storytelling, un moyen de raconter toutes ces innovations, d'autant plus que la science-fiction est une forme d'art, c'est un art narratif, ça fait partie de la grande famille des récits imaginaires, et ces auteurs, ces artistes, qui sont comme des sismographes, c'est-à-dire ils perçoivent de quoi est fait l'air du temps, de quoi est fait le présent, et sous le prétexte de récits imaginaires, de récits futuristes, c'est bien du présent dont ils parlent. Et on dit souvent que les auteurs de science-fiction, effectivement, ne sont pas que dans le rêve, ni dans la fiction, mais, et l'histoire l'a prouvé, ils nous annoncent bien souvent des mondes qui ensuite deviennent réels. Exactement, ils annoncent des mondes qui deviennent réels, et comme la prospective, ils annoncent surtout les conséquences des innovations dans notre présent. Pour moi, j'ai un exemple qui est très frappant. C'est le roman La guerre éternelle de Joe Haldeman. Joe Haldeman a été un jeune conscrit dans la guerre du Vietnam. Quand il est rentré, au lieu de faire le énième Rambo ou Deer Hunter ou Full Metal Jacket, il a raconté le traumatisme qu'il a vécu en transposant ceci dans une guerre interstellaire. Et en fait, comme il est astrophysicien, et que c'est un homme qui est rigoureux, son exercice de pensée, il l'a poussé jusqu'au maximum. Et finalement, il a fait un roman antimilitariste, mais peut-être le plus militariste des romans non militaristes, antimilitaristes, en parlant effectivement de l'avenir des conflits, en parlant de où sera le soldat demain dans les conflits à venir? Est-ce que la guerre sera téléportée, par des moyens numériques? Est-ce qu'aujourd'hui la réalité a rattrapé la fiction sur ce point, selon vous? Alors, la réalité, en fait, est beaucoup plus intéressante même que la fiction, puisque sur la question des conflits avec une guerre à nos portes avec l'Ukraine, la question est permanente, c'est la place du numérique dans ces conflits, donc la place de l'information. Mais on peut aussi demander, c'est la distance à laquelle on mène ce conflit. Et concernant le soldat, est-ce que on augmente le soldat, ou est-ce donc par des moyens mécaniques, avec des exosquelettes, avec toute une bulle numérique, les drones, etc., ou est-ce qu'on va
ce que certains pays peuvent envisager, modifier le génome et donc les capacités biochimiques du soldat pour avoir un super soldat, etc. Ce que la science-fiction dans le cinéma de science-fiction a très bien traité dans les années 80-90. On n'en parle plus du tout. C'est peut-être qu'il y a un indice qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, si ce n'est que la France a dit on ne touche pas au corps, on augmente mécaniquement le soldat. Mais on sait qu'il y a des choses qui se font, enfin alors peut-être pas ouvertement avec des objectifs militaires, mais on pense à Neuralink d'Elon Musk. Exactement. Pour l'instant, il n'est pas question de militaire, mais vous pensez que c'est une possibilité ? Le Neuralink, peut-être pour imaginer un petit peu quel est l'univers qu'il y a derrière Neuralink, il faut peut-être se plonger dans le neuromancien de Gibson, qui est donc le premier roman cyberpunk, parce que Neuralink d'Elon Musk, c'est exactement ce qui est proposé, c'est-à-dire que c'est l'extension des capacités biologiques de l'individu par des moyens informatiques. Donc c'est la grande question de l'interface homme-machine. Et en fait, on peut aussi se poser la question qui va être la question de l'équité. Est-ce qu'une personne équipée de cette mémoire soi-disant infinie sera-t-elle le même citoyen qu'une personne qui, pour les raisons qui sont les siennes, ne voudra pas ou ne pourra pas s'équiper de ce genre de choses? Parce qu'il faut pas se leurrer, tout le monde n'aura pas accès à ce genre de choses. Il y aura sûrement une sélection par le porte-monnaie qui se fera. Donc, comment dans la société gérer ces différences entre individus? Si un élève pour un concours d'une école, etc., est équipé et qu'il le dit pas, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? On peut dès maintenant poser tout ce genre de questions avant même que la réalité arrive, sachant que ça va très très vite. Les premiers tests apparemment ont été faits cet été, je crois. Oui, c'est en cours là. Ça démarre. Ils ont reçu l'autorisation de tester ça sur des humains. Sur des humains. Et effectivement, actuellement, apparemment, Elon Musk recherche des volontaires, des personnes malades prêtes à recevoir ces fameux implants. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Olivier Parent, dans les grands mouvements qui sont en train de nous traverser, qui retiennent votre attention? Je pense évidemment à l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de révolution, presque de nouvelles révolutions industrielles aussi. Selon vous, si on devait rattacher ça à un film de science-fiction, ce serait quoi? On va dire le quotidien est sur le bord de la falaise de la fiction, c'est-à-dire qu'on peut tomber dans la fiction très rapidement, ou la fiction peut devenir, à ce moment-là, c'est la montagne qui nous tombe dessus. La fiction peut tomber dans le réel très très rapidement. Effectivement, il y a des grands sujets, mais dans tous les sujets liés à l'innovation, je pense que la chose la plus importante, c'est de ne pas être manichéen, c'est surtout de ne pas donner de valeur morale à l'innovation. Effectivement, l'intelligence artificielle, elle est dérangeante, elle est déroutante. On peut se poser des questions demain, quels seront nos métiers. Mais quand on voit, par exemple, que l'intelligence artificielle permet à une personne qui est enfermée dans un lock-in syndrome de pouvoir parler, quand on voit que l'intelligence artificielle permet à une personne dont la colonne vertébrale dans la moelle épinière a été sectionnée de remarcher, on se dit oui, il y a des choses extraordinaire. Et en fait, c'est de s'interroger à savoir qu'est-ce qu'on veut faire de ces innovations. Est-ce que elles ne sont là que pour assouvir... Enfin, souvent, moi, je dis que l'innovation, si on n'y prête pas garde, elle est comme un virus. Alors, après la crise du Covid, c'est peut-être pas une bonne analogie, mais ce que je veux dire, c'est que le virus ne cherche qu'à se répliquer, même au détriment de son hôte. Or, l'innovation, quand on l'envisage que d'une manière, d'un côté mercantile, on va dire, tout est fait pour assembler suffisamment de fonds pour lancer la version N+1, +2, etc., etc. Si on réduit... Oui, c'est ce qu'on voit régulièrement avec les nouveaux produits, les nouvelles générations. Cette semaine sort le nouvel iPhone, on est en plein dedans. Voilà. Donc, soit on réduit l'innovation à sa dimension mercantile, et effectivement, on peut dire que ChatGPT, Bard et les autres ne sont que des outils de marchandisation du réel, des données, etc. Soit on essaie de trouver à ces innovations des usages éthiques et des usages qui sont au service de la collectivité. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi leur commercialisation et leur diffusion en tant que produit commercial qui permet leur adoption, précisément?
Alors là, on quitte, on va dire presque la prospective, parce que on parlait du réel. On a vu que par exemple, Bard a mis plusieurs mois avant d'arriver en Europe. On peut dire que c'est soit à cause, soit grâce à l'Europe, qui avec ses dernières réglementations, entre autres la DMA, la Digital Market Act, et la DSA, Digital Service Act, où tout d'un coup on a une entité politique qui arrive à imposer ses propres règles au commerce. Donc on va dire les 20 ou 30 dernières années, Internet était en voie d'explosion, en voie de maturation. On est passé par le web 2.0, etc. Donc des web participatifs, pas participatifs, si ça modulaire, hein. Et la bride était laissée abattue aux acteurs économiques. Et maintenant, on voit que les acteurs politiques sont en train de petit à petit essayer de reprendre la main sur l'orientation de ces innovations. On peut considérer que c'est au détriment du commerce, que c'est au détriment, on va dire, du marché, etc. Ou on peut considérer que c'est bon pour la protection de la communauté européenne, donc des citoyens et des entreprises. La question de la localisation des données est très importante. Ouais. Olivier Parent, récemment, là, une société française, Onclusive, vient d'annoncer qu'elle licenciait la moitié de son personnel. J'ai vu ça. Parce qu'elle va remplacer tout le monde par des outils d'intelligence artificielle. Est-ce que le futur que vous aviez peut-être prédit il y a quelque temps, enfin envisagé il y a quelque temps, est en train de se réaliser ? La société, donc cette société qui a décidé de licencier 200 et quelques de ses salariés au profit d'intelligence artificielle sur 300 et quelques, je crois, sur 350, travaille sur la collecte d'informations. Oui, ils font de la veille médiatique pour les entreprises, voilà. Etc. Ouais. La réaction de responsables syndiqués ou non, c'est que le service va être fait au détriment du client, parce que même si l'intelligence artificielle a des capacités au-delà de tout ce que peut faire un être humain, l'intelligence artificielle, dans la mesure où ce sont des algorithmes génératifs, ils n'ont pas conscience des actes qu'ils posent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexivité, et qu'il faut encore l'humain derrière pour pouvoir trier, pour pouvoir ordonner, quantifier, valoriser ces informations. Pour l'instant, j'ai envie de croire qu'effectivement, il faut encore l'intelligence artificielle, parce qu'effectivement, on l'a vu du côté des générations, des algorithmes de génération d'images. On a vu qu'on pouvait détecter une image qui était générée par une IA parce que il y avait soit trop de dents, soit il y avait trop de doigts ou pas assez de doigts, ou qu'un objet flottait en l'air parce que la machine ne sait pas. Parce qu'elle n'était pas parfaite, mais on sait très bien que c'est des choses qui vont être. Parce qu'elle elle n'a pas conscience des actes qu'elle pose. Oui. Voilà. Pour l'instant, voilà, je vais dire que pour vis-à-vis des gens qui vont être licenciés, on peut considérer effectivement qu'ils pourraient apporter quelque chose en plus. En fait, toute la question elle est là. Mais vous y croyez ou pas à ça ? Alors en fait, au fait que finalement leur présence est indispensable. Je pense que la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on est en opposition, on est en lutte, ou on est en collaboration et en soutien. Je pense que si on se place dans une notion de collaboration et de soutien, l'IA va pouvoir apporter un complément et des capacités extraordinaires à l'être humain, mais après on n'empêchera pas des usages par opposition, voire en lutte, qui fera qu'il y aura toujours des malins pour faire des usages à leur propre profit et au détriment d'une partie de la collectivité. C'est dans la nature humaine de. Ouais. Là, on parle du présent, mais votre métier, c'est le futur. Donc, qu'est-ce que vous voyez l'étape d'après, c'est quoi ? Alors, une des grandes questions, peut-être, ça va être de même manière que l'on peut constater que nos sociétés sont en train peut-être de se radicaliser. En termes d'éducation, de niveau de vie, ou comme on dit en France, l'ascenseur social est mort, le vocabulaire et le langage se perdent dans certaines classes de la population. De même manière, on pourrait très bien imaginer, à cause ou grâce à l'IA, une radicalisation de la société encore beaucoup plus marquée, avec des gens qui sauront utiliser et qui sauront mettre à leur profit, même éthique, ce genre d'outils, et d'autres qui ne pourront pas et qui resteront soit consommateurs, soit qui seront même sous l'emprise de. Et tout l'enjeu, effectivement, c'est est-ce que l'on veut une société qui se radicalise et qui part avec des riches très riches
financièrement, même intellectuellement, et des pauvres très pauvres dans les mêmes conditions. Là, c'est une question de société à laquelle je n'ai pas de réponse, mais c'est vrai que ces outils, ils ont tendance peut-être à accélérer une forme de radicalisation ou une forme manichéenne de la structure de nos sociétés. Si on devait rapprocher ça d'un film de science-fiction, ce serait quoi selon vous? Je vais pas aller, enfin, je vais pas être très très original, mais que ce soit un film comme Bienvenue à Gattaca, voilà, mais ça peut être aussi bien Elysium. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre? Ça peut être aussi Time Out. D'ailleurs toujours du même réalisateur que Bienvenue à Gattaca, Andrew Niccol. Donc ils sont des sociétés où en fait l'individu est nié, le libre arbitre est nié, la citoyenneté est niée au nom de principes supérieurs, au nom dans Elysium de l'argent, au nom de la pureté génétique dans Bienvenue à Gattaca et dans le troisième film que je vous ai cité, dans Time Out, on en revient à une lutte de classe où là, alors c'est assez intéressant parce que Time Out pose la question du rapport au réel, entre autres par exemple de l'argent. Quelle place demain aura l'argent dans nos sociétés? Est-ce que nous sommes en train de glisser vers une monnaie qui se dématérialise totalement? Il faut pas se leurrer, on y va à tombeau ouvert. On a vu l'accélération des transactions électroniques suite au Covid qui ont augmenté et le plafond du sans contact de nos cartes bleues qui ne fait que augmenter. Est-ce que demain on aura encore de la monnaie fiduciaire, donc pièces et monnaie, ou est-ce que on sera tout en monnaie électronique? Si on annonce régulièrement la disparition du cash et en même temps oui, il persiste, même dans des pays où on avait tenté de le supprimer, on l'a remis pour les personnes âgées, etc. Et je pense, alors moi, en tant que prospectiviste, je pense qu'il est très important de conserver cette monnaie fiduciaire parce que elle est le moyen de pouvoir garder des transactions dans laquelle aucun organisme étatique ou privé va mettre son nez. Il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace. Je peux vous prêter 20-30 euros. Il y aura pas de trace. Et cette liberté, parce que plus le temps passe, plus on va comme vers une convergence par tous les outils numériques où de plus en plus, tous les organismes publics et privés savent de plus en plus de choses sur les individus. Or, il y a une des libertés, entre autres, c'est la liberté de transaction sans qu'elle soit sous. Il y a les crypto-monnaies qui permettent peut-être de mettre un peu une petite dose d'anonymat. Dernière question, Olivier Parent, c'est pas très gai tout ce futur sur lequel vous travaillez et que vous décrivez là? C'est ni gai ni triste, c'est... quand même, c'est un peu triste. Vous parlez d'asservissement, de domination, de lutte des classes, il y a rien de souriant dans tout ça? En France et en Europe, on a la chance de vivre dans des pays qui n'ont pas connu de conflit sur leur territoire depuis plus de 70 ans. J'ai des parents qui ont grandi durant la Seconde Guerre mondiale. On peut avoir des cousins ou des oncles qui ont fait la guerre d'Algérie, etc. C'était pas non plus très drôle. Je pense que chaque époque a ses difficultés, à ses cauchemars, et en même temps, chaque époque doit apporter aussi ses rêves. Et je crois que ce qui est très important, c'est que la prospective, elle peut apporter une capacité de retrouver une liberté à imaginer son avenir et donc de se libérer de déterminismes que les marchés, que certains opérateurs, certaines puissances veulent nous imposer. La prospective est là pour nous restituer à notre liberté à la fois d'imagination et notre libre arbitre. Merci beaucoup Olivier Parent de Futur Hebdo, le magazine, le site web, la chaîne YouTube également, où vous avez une série spéciale de vidéos dans laquelle vous décryptez précisément des films de science-fiction pour expliquer tout ce que ces films ont apporté ou en tout cas de quelle manière ils éclairent aujourd'hui le présent. C'est à voir absolument, donc la chaîne YouTube Futur Hebdo. Merci beaucoup.